Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on va évoquer une thématique qu'on a déjà entreaperçue dans Histoire en série, celle des séries turques. Et pour ce faire, j'ai invité Dimitra Laurence La Rochelle. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous avez 3 masters en communication qui ont été passés à l'Université de Panthéon-Assas. Vous avez un master en sociologie de l'Université Paris-Descartes et en anthropologie. Donc, ces 3 masters depuis 2015 jusqu'à 2018, vous avez enseigné en tant que chargé d'enseignement vacataire de l'Université Paris-Descartes, Sorbonne Nouvelle et Paris 8 Vincennes. Ainsi que Paris 13. Donc, vous avez été ensuite à terre à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et à l'Université de Sorbonne Nouvelle. Donc, vous avez travaillé en tant qu'ingénieur de recherche aussi bien en France qu'à Chypre et actuellement, vous êtes Youth Representative de l'Association internationale de sociologie aux Nations Unies, membre du bureau du comité de recherche 14, sociologie de la communication, de la connaissance et de la culture de l'AIS et éditrice associée à la revue internationale Art Style, Art and Culture International Magazine. Vous avez publié de nombreux articles et des chapitres d'ouvrages en français, en anglais et en grec, dont certaines on a mis les liens sur la page de l'émission de notre site internet histoireensérie.com. Vous pouvez vous reporter là-dessus. Et comme je le disais en introduction, on va évoquer avec vous aujourd'hui la thématique des séries turques. Alors peut-être avant de commencer l'émission en tant que telle, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de ce que vous envisagez d'évoquer avec nous sur ces séries turques pendant cette émission? Bien sûr. Alors moi, je comptais présenter en fait le contexte politique actuel en Turquie et la manière avec laquelle ceci influence le contenu de séries télévisées turques. Et plus précisément, je compte analyser comment la conception de l'identité contemporaine turque et la politique néo-ottomane promue par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan influence non seulement les représentations de la société turque contemporaine, mais aussi la représentation de son passé, c'est-à-dire je vais me référer sur les séries historiques, sur le feuilleton télévisé historique et comment ce feuilleton représente l'histoire du pays. Pour bien comprendre cette idée vraiment importante, on a évoqué déjà, vous allez me dire dans cette émission, des notions, le fait que ces séries télévisées sont diffusées à très grande échelle dans le monde et on y reviendra dans l'émission, mais déjà on peut commencer à en parler parce que pour la Turquie, de façon volontaire par le gouvernement, justement, c'est très intéressant, on parle de véritable soft power. Oui, c'est ça, exactement. Effectivement, comme on vient de le voir ensemble en introduction, le contexte à la fois politique mais aussi culturel est majeur pour comprendre la production sérielle turque à l'heure actuelle. Bon, c'est le cas aussi pour les autres productions à l'échelle du monde, mais revenons un peu sur ce contexte-là, sur cette identité culturelle turque qui est entre Occident et Orient, parce que c'est un phénomène majeur si on veut comprendre à la fois l'influence mais aussi surtout le pourquoi ces séries sont si importantes à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette identité culturelle turque aujourd'hui? Alors, l'identité culturelle turque est en réalité une identité hybride, puisque c'est une identité qui est définie par 2 discours différents. Celui de la modernité, entre guillemets, une modernité influencée par les valeurs et les modes de vie occidentales, et celui de la tradition ottomane. Donc, plus précisément, la République turque fut fondée sur l'idéologie kémaliste en 1923. Et cette idéologie a été nommée d'après Mustafa Kemal, donc également connu sous le nom Atatürk, le père des Turcs.
Et en fait, il faut savoir que le kémalisme a introduit une nouvelle conception de l'identité turque. Dans ce sens, de nombreuses réformes politiques, sociales et culturelles ont été mises en place dans le but de séparer l'identité turque moderne de l'Empire ottoman. Donc, l'élite kémaliste fut en quelque sorte attirée par la modernité occidentale et cette élite a reconnu que la modernisation, entre guillemets, l'occidentalisation, si vous voulez, de la Turquie nécessitait une transformation sociale fondamentale du peuple turc. Donc, de ce fait, l'adoption des institutions occidentales, du nationalisme de l'État-nation constituait un impératif dont l'adoption devrait être totale. Plus précisément, il faut savoir que la culture turque moderne a été imitative et dérivative du modèle européen. Donc, les élites turques ont toujours mesuré leur accomplissement en fonction de leur ressemblance aux autres pays européens. Et pour l'élite kémaliste, les principes de la modernité occidentale ne pouvaient être adoptés que par l'interdiction massive de la culture historique traditionnelle. Donc, afin de devenir un pays, entre guillemets, occidentalisé, la Turquie devrait donc abolir tout ce qui lui était particulier, tout ce qui était considéré comme étant, entre guillemets, pré-moderne ou comme étant, si vous voulez, inné à la culture locale. Et cette volonté de, entre guillemets, de nouveau, purification du peuple turc par les élites a conduit au déni et à la répression de la réalité de la culture et de la société turque. Donc, en fait, l'idéologie kémaliste s'est inspirée d'un modèle moderne, occidental, de régulation des affaires politiques et sociales, qui comprenait, parmi d'autres réformes sociales, la mise en place de la démocratie et du sécularisme. Donc, cette idéologie, en fait, en réalité, a été une réaction à différents mouvements nationalistes qui ont fragmenté l'Empire ottoman entre la fin du 19e siècle et la période après la Première Guerre mondiale. Et selon l'interprétation kémaliste de l'effondrement de l'Empire ottoman, c'était l'hétérogénéité religieuse, ethnique et linguistique qui caractérisait l'Empire, qui l'a rendu vulnérable au sécessionnisme minoritaire. Donc, par conséquent, la vision kémaliste de l'identité turque s'est fondée sur des principes dont l'objectif était de prévenir ce genre de développement dans le futur. Donc, un de ces principes fut l'adoption d'un caractère unitaire et séculaire de l'État-nation, à l'exemple des pays occidentaux, et le rejet de la base théocratique de l'autorité ottomane. Donc, par conséquent, au cours du processus de construction de la nation, la Turquie, influencée par la tradition anticléricale de laïcité, a abandonné les principes traditionnels et religieux en tant qu'éléments qui appartenaient à l'ancien régime afin d'embrasser une modernité, entre guillemets, occidentalisée. Donc, dans ces contextes, la religion, tout comme les particularités ethniques et linguistiques, furent considérées comme une sorte de menace pour la modernisation et le processus de nationalisation de la Turquie. Par conséquent, la nouvelle République s'est opposée au pluralisme identitaire qui caractérisait l'Empire ottoman, et cette conception de la nouvelle nation turque a eu pour résultat la construction d'une nation sans minorité. Par exemple, les massacres des Arméniens en 1915 et plus tard les persécutions subies par les Grecs sont des exemples de ce processus de purification et de construction d'un État-nation homogène, sans particularité ethnique, linguistique ou religieuse. Il convient pourtant ici de souligner que le kémalisme n'a pas offert d'alternative à l'islam.
C'est-à-dire que les dimensions de spiritualité des croyances vitales pour la culture populaire furent considérées par les élites comme étant de moindre importance. Donc, le kémalisme était une idéologie imposée par les élites au peuple, et selon les élites kémalistes, leur mission était de révolutionner la société pour le bien-être du peuple, qui était jugé par les élites comme étant non civilisé ou arriéré. Donc, cette conception des classes populaires a entraîné la méfiance des élites envers le peuple, estimé à l'époque incapable de participer à sa propre évolution. Dans ce contexte, les aspirations et les initiatives populaires devaient être réprimées puisqu'elles représentaient un danger pour le progrès et la modernisation de la société turque. Donc, le nouveau régime fut donc particulièrement paternaliste et autoritaire, mettant en avant une image d'un peuple idéal, entre guillemets, c'est-à-dire un peuple uni, homogène, moderne, qui ne correspondait pourtant pas du tout, si vous voulez, à la réalité de la culture populaire. Donc, la nouvelle nation turque fut imaginée comme l'incarnation des valeurs occidentales, et c'est dans ce sens que Kevin Robbins décrit la nouvelle nation turque de la manière suivante, je cite, « Définie par opposition au passé islamique, elle serait une nation laïque et rationnelle. Définie par opposition au cosmopolitisme de l'Empire ottoman, elle aurait une identité strictement nationale. Une nouvelle histoire et des nouvelles traditions ont été inventées pour compenser les valeurs réelles qui étaient abandonnées. » Donc, en fait, nous comprenons que l'idéologie kémaliste fut imposée en quelque sorte au peuple, mais qui n'avait pas prévu, qui s'est basé sur l'abolition de l'importance de la religion pour l'identité culturelle turque, mais qui n'a pas pris, c'était en fait une construction des élites pour le peuple. Pourtant, il convient de préciser que, comme nous allons voir par la suite, ces dernières années, nous observons en Turquie, je dirais, une convergence entre la religion et la République turque. Du coup, j'aimerais voir avec vous ce que vous êtes en train de dire, cette évolution que vous êtes en train de montrer, qu'on a souvent qualifié d'ailleurs par rapport au gouvernement actuel de néo-ottomanisme. Peut-être expliquez-nous en quoi cela consiste. Bien sûr. En fait, comme je dis, pendant ces dernières années, nous observons une convergence entre la religion et la République turque, et nous constatons que le sunnisme est actuellement la seule base légitime sur laquelle sont définies les normes morales et les valeurs promues par la République turque. En fait, plus précisément, il faut savoir qu'en Turquie, depuis la montée du Parti de la justice et du développement, il y a une nouvelle vision de la politique extérieure du pays qui a été adoptée. Et cette politique est basée sur la notion de profondeur stratégique développée par Ahmed Davutoğlu. Et en fait, selon Davutoğlu, l'emphase accordée à la relation de la Turquie avec les pays occidentaux depuis la création de la République turque a conduit à négliger en quelque sorte les intérêts du pays dans d'autres régions qui appartenaient à l'ancien Empire ottoman, et particulièrement les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, la redécouverte de l'héritage impérial de la Turquie présuppose une version plus modérée de laïcité à l'intérieur du pays, et en même temps une politique plus militante concernant l'exercice des affaires étrangères.
Ces changements de paradigme concernant l'exercice de la politique étrangère turque visent précisément, comme vous avez dit précédemment, visent à l'augmentation du soft power de la Turquie dans les pays où la Turquie a des intérêts stratégiques qui appartenaient à l'ancien Empire ottoman. Donc, en fait, selon Ömer Taspinal, cette vision de la politique extérieure de la Turquie nécessite le réengagement avec l'héritage de l'Empire ottoman et la redéfinition à la fois des intérêts de la Turquie, mais surtout de l'identité nationale turque. Dans ce contexte, l'islam joue un rôle significatif dans le processus de construction d'une identité commune entre la Turquie et les anciennes provinces de l'Empire ottoman, particulièrement donc l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Sur ce point, je tiens à préciser que l'idéologie de l'AKP n'est pas explicitement islamiste, puisqu'elle est plutôt définie comme étant conservatrice. Toutefois, les fréquentes références à la religion des représentants du parti ainsi que le nombre de réformes adoptées ces 2 dernières décennies pour renforcer l'influence de la religion sur les institutions étatiques et sur la vie sociale en Turquie mettent en évidence, si vous voulez, l'importance accordée par le gouvernement d'Erdogan à la religion. Plus précisément, on a eu en 2013 l'introduction des lois limitant la vente et la consommation d'alcool. On a eu l'arrêt de l'interdiction du port du voile islamique. On a eu même la proposition de la criminalisation de l'adultère. Ou encore, on a eu la révision de la loi actuelle sur l'avortement après l'avoir assimilé au meurtre. Donc, ceux-ci sont des exemples des réformes adoptées par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et qui sont fondées sur une vision du monde marquée par des valeurs morales islamiques. Donc, la religion redevient donc implicitement la base sur laquelle la moralité est évaluée dans la Turquie moderne. Donc, le conservatisme social en Turquie est devenu synonyme des valeurs islamiques. Donc, comme je dis tout à l'heure, l'importance accordée à la religion par le gouvernement d'Erdogan est le résultat d'un changement de paradigme concernant l'exercice à la fois de la politique extérieure et de la politique intérieure. Le printemps arabe fut considéré comme une chance pour la Turquie, comme une chance d'avoir le rôle de pays modèle dans la région en tant qu'État musulman et démocratique. Nous devons aussi tenir en compte du fait que même si la Turquie est constitutionnellement un pays séculaire, les représentants du parti au pouvoir sont conscients des sentiments de leurs électeurs, c'est-à-dire du fait qu'un nombre significatif des citoyens turcs veulent un gouvernement plus conservateur et islamique. Et là, je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'importance de la religion pour la culture populaire et qui a été négligée par les élites. Donc, par conséquent, les principes et les valeurs islamiques sont nécessaires non seulement pour la politique extérieure de la Turquie, mais également pour le maintien du pouvoir de l'AKP à l'intérieur de frontières turques. Laurence Larochelle, merci pour cette solide introduction qui permet de bien recontextualiser effectivement tout ce contexte à la fois culturel et politique. J'aimerais maintenant qu'on entre dans les séries turques en tant que telles, en montrant comment finalement on est passé là aussi de séries au départ qui sont destinées, en tout cas pour les peuples musulmans au départ, ou au moins turcophones, et puis petit à petit qui aujourd'hui sont traduites dans de nombreuses langues et qui font partie des séries les plus vues dans certains pays
notamment des pays, par exemple, en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Comment est-ce qu'on est passé à ce rôle mondial des séries turques? D'abord, il convient de dire que c'est la crise économique mondiale de 2008 qui a influencé l'exportation de séries télévisées turques de manière plutôt favorable. Plus précisément, plusieurs pays, dont la Grèce, le pays que j'étudie, où j'ai étudié la réception de ces séries, ont dû restreindre la production de feuilletons télévisés locaux et ont cherché à acheter des feuilletons moins chers provenant de l'étranger. Dans ce contexte, la demande pour les feuilletons turcs a augmenté. Et ce sont les pays du Moyen-Orient, comme vous avez dit tout à l'heure, les pays des Balkans et ensuite les pays de l'Europe de l'Est qui ont été les premiers à importer de manière massive des fictions sérielles turques. Mais depuis 2014, ce sont également les pays de l'Amérique latine et plus tard, ce sont les pays asiatiques qui sont également devenus des grands consommateurs de ces séries produites en Turquie. Donc, juste à titre indicatif, je dois préciser que selon une étude de Rodata, la Turquie se place aujourd'hui à la deuxième place mondiale en matière d'exportation des séries télévisées, juste après les États-Unis et avant la Corée du Sud. Donc, les feuilletons télévisés turcs sont aujourd'hui exportés dans plus de 140 pays. Et parmi les pays, les feuilletons, les séries les plus connues à l'échelle mondiale figurent la série historique Muhteşem Yüzyıl, la série sur laquelle je vais commenter en détail par la suite. Donc, en fait, jusqu'à ce jour, ce feuilleton historique particulier a été visionné par environ 400 millions téléspectateurs dans le monde. Donc, il s'agit de produits culturels vraiment réussis à l'échelle mondiale. Ce qui favorise leur exportation à l'échelle mondiale sur le plan technique, ce qui fait distinguer ces séries des autres produits analogues, c'est d'abord l'usage de l'IRL, un rythme narratif lent qui les permet d'être consommés, qui facilite leur visionnage par un vaste nombre de téléspectateurs, mais aussi la qualité technique et l'acteur et aussi l'usage d'acteurs talentueux, si vous voulez, est souvent assez séduisant, sont des éléments donc qui contribuent à stimuler l'intérêt des audiences vastes, si vous voulez, des audiences différentes. En plus, j'aimerais préciser que les thématiques traitées par le feuilleton en question sont plus ou moins universelles, c'est-à-dire que les téléspectateurs des régions différentes peuvent facilement s'identifier aux récits proposés par le feuilleton turc. Autrement dit, les thèmes universels des feuilletons en question offrent un terrain commun pour toutes les personnes, quelle que soit leur origine ethnique. Il s'agit des histoires d'amour, de désir, d'ambition et de vengeance, avec lesquelles plus ou moins n'importe qui, quel que soit son bagage culturel, peut s'identifier. Sur ce point, il convient de souligner que les feuilletons en question traitent des thèmes universels, certes, mais en les mettant en scène dans un contexte culturel familier pour plusieurs régions. C'est-à-dire que le feuilleton turc propose en quelque sorte une modernité alternative marquée par des rapports de genre traditionnels et le respect aussi des hiérarchies traditionnelles. Et c'est ça qu'Alexandre Boussianti a décrit comme étant la touche turque. Donc,
qu'est-ce que cela signifie? Que la Turquie, en tant qu'héritière de l'Empire ottoman, partage avec les pays du Moyen-Orient, avec les Balkans ou même avec les pays de l'Europe de l'Est, une mémoire esthétique ainsi que des codes sociaux similaires datant de l'ère ottomane. Et même les pays de l'Amérique latine, à cause d'un héritage méditerranéen, sont également familiers des valeurs et des modèles comportementaux présentés dans ces feuilletons. Pour les publics asiatiques, de même, le feuilleton turc propose un système de valeurs similaire en termes de rapport entre les genres et les classes sociales. Donc, il y a cette modernité alternative proposée par le feuilleton turc qui favorise l'identification des citoyens des différents pays avec les récits qui y sont proposés. Est-ce qu'on peut parler du coup véritablement, comme on l'a dit en introduction, que ces séries turques servent de véritable propagande pour le gouvernement, une sorte de soft power? Alors, en vérité, depuis le succès transnational de feuilletons turcs, il y a de nombreux chercheurs qui ont travaillé sur l'impact de ce feuilleton sur les publics locaux. Certains chercheurs ont examiné l'exportation de feuilletons turcs en tant qu'élément visant effectivement à améliorer le soft power de la Turquie. Et en fait, selon plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur les politiques de production et d'exportation des feuilletons turcs, les feuilletons en question constituent effectivement des outils du gouvernement turc afin de promouvoir le pays à l'étranger. Comme mentionné précédemment, Ahmet Davutoğlu, depuis son arrivée à la tête de la diplomatie turque, a mis l'accent sur la promotion de l'image du pays à travers les différents produits culturels turcs pour renforcer son influence économique et politique sur une large partie des mondes arabes et musulmans à l'origine, et puis dans les Balkans et dans d'autres pays du monde. Il s'agit alors, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une nouvelle politique adoptée par l'État turc qui a pour ambition de faire de la Turquie une puissance régionale afin que le pays devienne un modèle dans la région et crée ainsi l'image d'un pays fort et prêt à jouer le rôle de leader. Et c'est dans ce sens qu'il y a plusieurs politiques qui ont été adoptées par le gouvernement turc afin de promouvoir ces produits en tant qu'outil je me permets de dire des outils de propagande. Donc, de tels exemples, ce sont l'aide financière et promotionnelle accordée aux chaînes de télévision privées et aux maisons de production de la part de l'État turc pour le feuilleton télévisé. C'est un tel exemple d'aide du gouvernement pour la promotion et la production, la promotion à l'étranger et l'aide à la production de ces feuilletons. Donc, pour le gouvernement d'Erdogan, les médias semblent être à la fois un outil de propagande à l'intérieur du pays, mais aussi un outil d'influence culturelle et politique à l'extérieur du pays, dont l'influence doit être mise à la disposition de l'État. Ainsi, est très souvent exprimé à travers le discours public des dirigeants de l'État turc le rôle important assumé par les fictions sérielles turques considérées comme des éléments cruciaux du soft power de la Turquie. Par exemple, Egemen Bayiş, l'ancien ministre des Affaires européennes de la Turquie, avait déclaré à l'époque que, je cite, « Les séries turques sont un moyen parfait pour refléter l'image de la Turquie et le mode de vie turc. Non seulement pour nos intérêts économiques, mais aussi pour nos intérêts diplomatiques et sociologiques. Les séries turques sont devenues l'un des moyens du soft power le plus efficace de notre politique étrangère. » De même,
Ibrahim Şahin, directeur général de la radio-télévision de la Turquie, avait déclaré que jusqu'à ce que le phénomène de la série turque apparaisse, la Turquie avait une mauvaise réputation dans la région arabe, mais que par la suite, leur perception de la Turquie a changé. Donc, je cite sa déclaration. Peut-être la Turquie ne génère-t-elle pas de revenus élevés grâce aux séries, mais il n'y a pas de prix pour transférer notre culture et nos structures sociales sous forme de soft power à l'étranger à travers les séries. Donc, dans ce contexte, les agents gouvernementaux turcs œuvrent en coopération avec les dirigeants de la TRT et de l'agence Anatolie sur l'élaboration des politiques de diffusion et de programmation de contenu médiatique. Sur ce point, il faut mentionner que le secteur privé des productions de feuilletons télévisés reçoit des aides financières de l'État. Par exemple, l'État turc finance une partie des dépenses des sociétés de production des séries télévisées turques portant sur la promotion de leurs produits en dehors des frontières turques. Également, il y a la loi 5510 relative à la sécurité sociale qui a été modifiée en 2012 pour inclure dans les professions libérales les acteurs, les scénaristes et les producteurs de musique qui travaillent dans le secteur privé de production des séries. Donc, ce changement permet aux producteurs des séries télévisées d'être exonérés du versement des cotisations sociales pour leurs employés. Donc, la diffusion des feuilletons turcs semble non seulement être effectivement considérée par le gouvernement turc comme étant un moyen de propagande, mais aussi elle semble contribuer dans certains cas à la création d'une image positive de la Turquie dans certains pays où ces produits ont été diffusés. Il y a eu par exemple une enquête qui a été réalisée en 2011 par la Fondation économique et des recherches en sciences sociales turques dans 16 pays des mondes arabes et musulmans. Et les résultats ont démontré qu'effectivement, 78% des personnes interrogées ont une perception positive de la Turquie et 74% des personnes interrogées reconnaissent qu'ils ont regardé au moins une fois dans leur vie une série turque. Donc, la raison la plus fréquemment donnée pour justifier que la Turquie soit vue comme telle est qu'il s'agit donc d'un pays musulman et démocratique. L'exportation donc de feuilletons turcs à l'étranger semble également avoir un impact positif sur l'industrie du tourisme en Turquie. Et plus précisément, ces feuilletons ont contribué à la floraison de l'industrie du tourisme en Turquie de deux manières. D'abord, en projetant différentes régions de la Turquie. Ces fictions ont contribué à la visibilité de ces régions ainsi qu'à la stimulation de l'intérêt du public pour des endroits tels qu'Istanbul, les côtés méditerranéens, les côtés de la mer Noire, etc. Mais de plus, le visionnage des séries télévisées turques a également stimulé l'intérêt des audiences étrangères pour des lieux particulières, des quartiers, des villas ou des lieux historiques, comme par exemple le palais de Topkapi, et qui ont été projetés par ces fictions. Laurence La Rochelle, maintenant, ce qui serait intéressant de voir ensemble, ça serait les thématiques importantes que l'on retrouve finalement dans ces séries qui permettraient de voir quel est l'impact de la politique turque et leur représentation projetée à travers justement ces séries. Alors la première peut-être qui est importante, c'est pour le gouvernement la mise en avant de l'institution familiale, mais aussi de la maternité. Exactement. En fait, il convient de souligner quelque chose qui me semble important,
avant de passer à l'analyse des thématiques est que, effectivement, les représentants d'AKP utilisent leur pouvoir pour contrôler et reformuler les institutions étatiques afin qu'elles reflètent et promeuvent aussi, si vous voulez, leur intérêt politique ainsi que leur idéologie. Donc, dans ces contextes, les institutions éducatives, médiatiques et religieuses, même s'ils ne sont pas sous le contrôle direct de l'État, fonctionnent en tant qu'instruments qui imposent une certaine vision de moralité en accord avec les intérêts du gouvernement et des discours, comme je veux présenter par la suite, des discours qui sont en accord avec le discours politique entretenu par Recep Tayyip Erdogan. Donc, sur ces points, je vais juste souligner qu'il y a plusieurs formes de contrôle des contenus des feuilletons turcs et qui peuvent être en accord avec les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Donc, pour passer à l'analyse des représentations, il convient donc de dire que les représentations projetées à travers le feuilleton télévisé turc sont toujours donc en accord avec les valeurs religieuses, le respect de l'institution de la famille, comme vous avez dit, et de son organisation patriarcale, le respect de la nation et de l'autorité. Dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si Kıvanç Tatlıtuğ, un protagoniste célèbre de feuilleton turc à grand succès, est nommé par la presse et ses fans arabes Halal Brad Pitt. Et cette appellation que je trouve très marquante met l'emphase sur les caractéristiques physiques occidentales de cette personne et en même temps sous-entend que les personnes qui l'interprètent sont halal, c'est-à-dire en accord avec les principes et les valeurs musulmanes. Donc, effectivement, comme vous avez dit, la première remarque qu'on peut faire par rapport aux thématiques traitées par le feuilleton turc, c'est l'importance accordée à l'institution de la famille et à la maternité. C'est la famille traditionnelle et son organisation patriarcale qui constitue en fait l'institution privilégiée de feuilleton turc. Le feuilleton turc donc propose une modernité alternative caractérisée par le respect des hiérarchies et les mœurs traditionnelles. Et en fait, il faut savoir que les personnages dans le feuilleton turc ne décident pas pour eux-mêmes comme des individus autonomes, mais au contraire décident avec et pour leur famille. Au sein donc de la famille turque, les problèmes personnels d'un membre deviennent assez souvent la préoccupation et l'objet des discussions de tous les membres de la famille. Et les personnages adultes semblent ne pas avoir la possibilité d'agir sans respecter la hiérarchie patriarcale imposée par l'institution de la famille. Une jeune femme, par exemple, même si elle est adulte, ne semble pas pouvoir prendre des décisions pour elle-même avant de demander la permission du père de la famille ou même de ses frères aînés. C'est toujours un homme adulte, un homme aîné qui peut donner son accord ou pas pour ses actions. Ceci est également vrai pour les garçons. Donc, c'est-à-dire que les parents interviennent souvent dans les choix de leurs fils. Néanmoins, la différence réside dans ce que les femmes n'ont pas d'alternative possible. C'est-à-dire que, bien que la hiérarchie patriarcale semble être d'une importance fondamentale pour les actions des femmes, ceci n'est pas le cas pour les hommes. Donc, il semble important d'expliquer que la relation entretenue par un personnage avec sa famille est également importante pour le déroulement du récit, c'est-à-dire que très souvent, ceux qui s'éloignent de leur famille ou ne respectent pas les normes imposées par l'institution familiale sont les personnages, entre guillemets, méchants, et souvent les personnages
connotations négatives sont représentées comme ayant grandi au sein de familles, entre guillemets, problématiques. Donc, la figure du père autoritaire est dominante. Le père s'avère être la personne la plus respectée au sein de la famille. Et ce respect se reflète dans le fait que les décisions relatives à la vie des autres membres de la famille sont souvent prises par le père. C'est lui aussi qui rappelle à l'ordre les autres membres de la famille lorsqu'ils commettent une erreur. Et ce respect envers la figure du père transparaît également par d'autres éléments liés au comportement habituel des personnages. Par exemple, s'excuser auprès du père et non pas auprès des autres membres de la famille pour se lever de la table pendant les repas, etc. Mais ce qui me semble important à souligner est que, alors que le père est une figure importante pour la famille turque, telle qu'elle est représentée à travers les fictions sérielles locales, la paternité ne semble pas être nécessairement un trait constitutif de la masculinité proposée par les fictions sérielles turques. En revanche, la maternité est considérée comme étant d'une importance cruciale pour les femmes, et c'est dans ces contextes que l'avortement est représenté comme étant un péché grave effectué par des femmes égoïstes ou des femmes qui veulent se venger des hommes. Sur ces points, je vous rappelle qu'en 2012, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'avortement équivalait au meurtre. Donc, une fois encore, nous constatons une convergence entre la conception de la moralité promue par le gouvernement turc et les représentations de genre projetées par le feuilleton turc. Donc, d'une manière générale, la représentation des femmes qui avortent est plutôt négative. Les avortements sont donc pratiqués en général par des femmes qui priorisent leur carrière plutôt que leur mariage et leur famille, qui sont égoïstes ou qui assez souvent veulent se venger des hommes. Donc, de même, un modèle récurrent dans le feuilleton turc est celui d'un homme qui tente de faire changer la vie d'une femme pour ne pas avorter. Ça peut être un médecin, un mari, etc. Donc, dans la même lignée de pensée, la maternité constitue un élément central pour la définition de la féminité. Et lorsqu'une femme embrasse la maternité, elle devient automatiquement heureuse. Sinon, justice est faite, à la fin, elle est punie d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans le feuilleton très connu et très réussi en Turquie, Aşk-ı Memnu, le personnage central, après avoir effectué 2 avortements pour des raisons différentes, se suicide au dernier épisode. Donc, d'une certaine manière, elle est punie, entre guillemets, pour son péché. Donc, concernant la maternité, il convient de souligner qu'en Turquie, la rhétorique sur l'avortement était toujours en accord avec les besoins de la nation et non pas avec les droits des femmes. Donc, de manière similaire, nous pouvons soutenir que la représentation de l'avortement à travers le feuilleton télévisé turc est aujourd'hui en accord avec la vision de moralité du gouvernement actuel qui se base sur des principes nationaux et religieux. Donc, la procréation semble être non seulement un aspect important de la vie des femmes, mais également un facteur qui semble garantir le bonheur des personnages. La maternité est également très importante dans les récits de feuilletons turcs, puisque les femmes dans les fictions sérielles en question imposent leur opinion le plus souvent soit à travers les intrigues, soit à travers leur position au sein de la famille, au sein de la hiérarchie de la famille. Donc, dans ce contexte, la maternité semble être un élément clé qui permet aux femmes d'être respectées par les autres membres de la famille. Donc, il semble que
les femmes dans les fictions sérielles turques commencent à la base de la pyramide de la hiérarchie sociale en tant que filles de quelqu'un, où leurs pères peuvent décider s'ils vont se marier de quelqu'un ou pas, etc. Puis elle acquiert une certaine position plus importante en tant qu'épouse de quelqu'un pour atteindre le sommet lorsqu'elle donne naissance à quelqu'un. Laurence La Rochelle, vous évoquiez l'importance dans ces constructions mentales, en tout cas pour faire les séries, de la religion. Alors justement, ici, face à la religion musulmane, qui vous l'avez dit, joue un rôle majeur dans la Turquie actuelle, quelle est la place dans les séries de la sexualité? Alors la sexualité, et plus précisément la sexualité féminine, est un tabou dans le feuilleton télévisé turc. Et souvent, les relations sexuelles entre les femmes et les hommes ne sont pas représentées et ne sont qu'implicitement sous-entendues dans certains cas. Ceci est valable non seulement pour le sexe avant le mariage, mais également pour les couples mariés. Un tel exemple est l'adaptation locale du feuilleton américain à grand succès Desperate Housewives, donc, qui en Turquie a eu le titre Umutsuz Evkandinleri. Et en fait, la version turque du feuilleton en question est la reproduction exacte du scénario du feuilleton original, mais adapté aux mœurs locales et aux valeurs musulmanes. Donc, des scènes de nudité ou des séquences mettant en scène des relations sexuelles entre les protagonistes, bien présentes dans le scénario original, sont complètement absentes dans la version locale du feuilleton. À l'inverse, l'institution de la censure audiovisuelle en Turquie, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a condamné la société de production du feuilleton en question à une amende de 115 000 livres turcs. Et la raison pour laquelle cette amende a été imposée était le fait qu'un couple est censé faire des efforts pour avoir un enfant a sous-entendu au cours d'un dialogue avoir un rapport sexuel après le dîner. Donc, vous voyez que dans le feuilleton turc, les rapports sexuels avant le mariage sont presque inconcevables, ou même pendant le mariage, je dirais, sont presque inconcevables pour les deux sexes, mais non pour tous les personnages. C'est-à-dire que les personnages ayant une connotation positive ne sont pas de manière générale représentés comme sexuellement actifs. Au contraire, les personnages, entre guillemets, méchants, sont toujours représentés comme des individus sexuellement actifs. Cette dualité entre les personnages bons, c'est-à-dire sexuellement inactifs, et les personnages méchants, c'est-à-dire sexuellement actifs, pourrait être traduite par la dualité entre les personnages qui adoptent un mode de vie conforme aux valeurs musulmanes et ceux qui mènent un mode de vie loin des principes musulmans. Donc, il convient de souligner que dans certains cas, les personnages, surtout les femmes représentées comme sexuellement actifs, méchants et sans barrière morale, sont le plus souvent étrangers et donc de religions différentes. Cette origine ethnique différente, qui renvoie fréquemment à celle d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, pourrait être également un indicateur religieuse non musulmane. Donc, dans certains feuilletons, des personnages secondaires sont des femmes avec une origine ethnique étrangère. Et ces femmes, soit travaillent en tant que prostituées, soit sont toujours sexuellement disponibles. Dans les deux cas, il s'agit de femmes malveillantes, sans barrière morale et prêtes à tout pour tromper les autres personnages. Donc, tandis que les femmes sont explicitement sexuellement inactives, ceci n'est pas toujours le cas pour les hommes. De manière générale, les bons personnages s'abstiennent des relations sexuelles hors mariage. Néanmoins, dans certains cas, l'activité sexuelle des hommes est beaucoup plus ambiguë
et suscite moins de problèmes que la sexualité des femmes. Lorsque donc les bons personnages masculins ont des rapports sexuels en dehors du mariage, cela ne semble pas être aussi problématique que pour les femmes. Souvent, dans les cas où un personnage masculin en connotation positive est sexuellement actif avec une femme, cette action est représentée comme faisant partie d'un plan maléfique d'une femme et l'homme est donc la victime de cette dernière. Sur ces points, il convient de préciser que quelque chose qui me semble quand même important, que les membres de la communauté LGBTQI de manière générale, ne sont pas représentés dans le feuilleton turc. Il y a très rarement des personnages dont la sexualité est sous-entendue être non hétéronormative. Et ces personnages incarnent de façon grotesque le stéréotype de l'homme avec un comportement et des habitudes féminisées, ce qui n'est pas le cas des autres hommes dans le feuilleton turc. Donc, ces personnages secondaires ont la fonction le plus souvent de décompression du public entre les différentes intrigues et les problèmes sentimentaux des protagonistes. Donc, il s'agit de personnages qui sont là très rarement, et qui visent à faire rire les téléspectateurs. Il faut aussi remarquer que dans la version turque du feuilleton Desperate Housewives, les personnes homosexuelles, pourtant bien présentes dans la version américaine, sont absentes. Il devient aussi évident que non seulement les individus représentés dans le feuilleton turc, mais également qu'il s'agit de personnages qui, quand ils sont présents, ils se font attribuer une fonction de décompression dont l'objectif est de provoquer les réactions, disons, amusées du public. Laurence Larochelle, pour terminer cet entretien passionnant sur les séries turques et leur place dans la société turque, j'aurais aimé qu'on revienne justement sur ce terme que vous avez défini en introduction de néo-ottomanisme et de voir quelle est la place aujourd'hui de ce terme-là dans la culture populaire, c'est-à-dire que comment on peut voir, si on veut de façon plus simple, comment le passé ottoman est aujourd'hui mis en avant dans certaines séries turques, vous l'avez dit, qui font partie des plus diffusées au monde. Comme je dis tout à l'heure, cette politique néo-ottomane présuppose la redéfinition de l'identité culturelle turque. Donc, dans ce contexte, nous devons prendre en considération l'importance de la religion pour la définition de l'identité turque contemporaine et il semble que la définition de l'identité turque contemporaine influence également la manière avec laquelle les Turcs aujourd'hui, ou en tout cas les créateurs de contenu en Turquie, imaginent leur passé. Précédemment, je présentais le modèle de la politique néo-ottomane adoptée pendant les dernières années par le gouvernement d'Erdogan. Et en fait, comme Çolak a décrit, le néo-ottomanisme constitue une réécriture de l'histoire turque sur la base d'un passé ottoman partagé dans un contexte globalisé. Dans ce contexte, la religion joue un rôle fondamental en tant que base d'une identité commune partagée entre la Turquie et plusieurs pays qui appartenaient auparavant à l'Empire ottoman. Donc, cette nostalgie pour la période ottomane, pour le passé impérial de la Turquie, se manifeste également à travers la prolifération de feuilletons turcs incarnant le passé glorieux de la Turquie comme centre de l'Empire ottoman. Donc, il s'agit de feuilletons tels que Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Diriliş Ertuğrul, etc. Un des premiers feuilletons à contenu historique auquel je me suis brièvement référée précédemment a été Muhteşem Yüzyıl. Dans ce feuilleton, la religiosité est représentée comme étant un élément crucial, non seulement comme choix personnel, mais également en tant que force régulatrice de la vie sociale au sein de l'Empire ottoman.
Donc, il semble que la confession musulmane est représentée comme faisant partie intégrante de l'identité turque. Donc, l'opposition binaire à laquelle je me suis référée tout à l'heure, musulman non musulman, s'est traduite dans ce feuilleton par l'opposition binaire ottoman non ottoman. Dans ce contexte, les personnages présentés comme ennemis des Ottomans sont représentés comme des personnes non musulmanes, lâches, instables, alcooliques, qui complotent contre l'Empire ottoman. Le fait que la confession musulmane soit partie intégrante de l'identité turque est également mis en évidence par le fait que lorsqu'un personnage d'origine ethnique différente s'est converti à l'islam, les éléments qui autrefois désignaient son origine disparaissent brusquement. Par exemple, si on avait affaire à un personnage qui avait un accent étranger, une fois que ce personnage est converti à l'islam, l'accent cesse d'exister. Donc, bien que la série en question semble être en accord avec la vision de la turcité et de la moralité promue par le gouvernement actuel, le feuilleton historique traitant la vie du sultan Soliman ne fut pas à l'abri des critiques. En raison donc de l'emphase accordée à la vie au sein du harem, ainsi que de l'aspect fantasmagorique, si vous voulez, caractérisant la représentation de la vie du sultan Soliman, le feuilleton en question a suscité des critiques de la part des représentants du gouvernement turc qui considéraient que la représentation du sultan et de son épouse ne correspondait pas à la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, TRT a commencé à produire ses propres feuilletons historiques. Il s'agit de feuilletons tels que Filinta, Dirilish, Bir Zamanlar Osmanlı, etc., etc., etc. Donc, ces feuilletons, non seulement sont en accord avec la vision de moralité promue par le gouvernement turc, mais ils semblent également être en accord avec l'interprétation du passé historique et de l'actualité de la société turque que font les représentants de l'AKP. Sur ce point, j'ai fait une petite parenthèse pour mentionner que quelque chose qui me semble important, c'est-à-dire que la plupart des feuilletons historiques diffusés par TRT sont par la suite téléchargés sur YouTube avec des sous-titres en arabe. Donc, il s'agit de feuilletons qui visent aussi à attirer d'autres audiences et qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, ce qui n'est pas le cas d'autres types de feuilletons. Donc, le feuilleton Dirilish Ertugrul, Dirilish signifie résurrection en français, assez souvent donc fait, à titre d'exemple, c'est un feuilleton qui assez souvent fait des parallélismes avec l'actualité politique en Turquie. Le feuilleton en question est diffusé par la chaîne TRT depuis 2014 et raconte donc la vie d'Ertugrul Gazi, le chef turc qui a posé les bases de la fondation de l'Empire ottoman. Donc, la série dépeint Ertugrul comme un guerrier juste et féroce qui s'oppose aux injustices et aux invasions étrangères. Et sur ce point, il convient de mentionner qu'il y a eu des efforts qui ont été déployés pour créer une sorte de continuité entre le personnage de la série, Ertugrul, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, instrumentalisant ainsi la culture populaire pour propager les discours gouvernementaux. Je m'explique. Tout d'abord, la musique de la série est utilisée assez souvent lors des apparitions publiques du président turc. Par exemple, le générique de la série a été utilisé lors du rassemblement du président Erdogan à Yenikapi après la tentative de coup d'État en 2016. Plus précisément, le générique de la série semble être devenu un hymne, en quelque sorte, d'Erdogan, puisqu'il est fréquemment joué lors des rassemblements, lorsqu'Erdogan monte sur scène. De plus, la vidéo de la campagne présidentielle de 2018 représente le président Erdogan comme étant le successeur des sultans ottomans, dont Ertugrul.
Donc, il semble qu'il y a des tentatives directes de délier Ertuğrul et Erdogan comme deux leaders justes et omnipotents. Bien sûr, d'autres feuilletons historiques diffusés par TRT sont en accord avec le discours étatique et la vision anti-occidentale du gouvernement actuel. Un tel exemple, je dirais, la série Payidart Abdülhamit qui raconte la lutte du 34e sultan Abdülhamit II contre les ennemis de l'Empire ottoman. Donc, à travers cette série, Abdülhamit est dépeint comme le sauveur de l'intégrité de l'Empire ottoman et de l'honneur de la nation. Donc, les thèmes de la série semblent être en accord avec le récit politique du président Erdogan et de l'AKP qui consiste à lutter contre les ennemis de l'État, contre les Occidentaux qui veulent faire du mal au pays. Ce n'est pas aussi un hasard si la fiction sérielle en question a reçu le soutien de l'élite politique et a été aussi applaudie du fait qu'elle véhicule une représentation fidèle de la Turquie à travers l'histoire, la religion et la tradition. Donc, vous voyez comment la vision du monde du gouvernement turc est reflétée aussi bien à travers les feuilletons représentant la société turque actuelle, qu'à travers les feuilletons historiques qui non seulement sont en accord avec la moralité promue par le gouvernement, mais aussi, comme je viens de présenter, avec le discours politique adopté par les représentants de l'AKP. Laurence Larochelle, merci beaucoup pour cette émission très complète qui a bien permis de comprendre, comme vous l'avez dit en conclusion, l'influence du gouvernement turc sur la production sérielle turque actuelle et en particulier, vous l'avez dit, à travers les séries historiques qui ont pour volonté de vraiment justifier à travers l'histoire l'évolution actuelle du gouvernement. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, rendez-vous sur notre partenaire nonfiction.fr pour aller écouter l'émission, voir son résumé et avoir les liens vers les grandes plateformes de podcast, YouTube et Spotify, où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas aussi à suivre notre actualité sur YouTube, ainsi que sur Twitter et sur Facebook. Rejoignez notre groupe. Merci beaucoup, Laurence Larochelle, et à bientôt, j'espère, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange animals. And there's some mystic and you want to